Merci, Chérif Diop, professeur Féluine Sarr, qui est écrivain, qui est également professeur agrégé d'économie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de l'invitation. On va enchaîner avec ce que Tout à disait fait. tout à l'heure Chérif, celui par qui le sabre de Cheikh Oumar est arrivé. C'est le cas? Non, je ne dirais pas ça. Il faut d'abord rappeler que la famille omarienne a, depuis les années 90, 93, a entrepris plusieurs missions en France pour identifier les reliques de El Hadj Omar, où est-ce qu'elles étaient. Ils ont identifié que certains objets étaient au musée du Havre, que les manuscrits étaient dans une bibliothèque à Paris avant d'être à la BNF. Ils ont identifié que le sable était au musée de l'Armée, que les bijoux étaient au Quai Branly. Et la famille a investi des sommes importantes en faisant des allers et retours et en demandant notamment que les manuscrits soient numérisés et qu'ils puissent au moins avoir accès à des microfilms. Donc c'est une longue histoire déjà. Ensuite, il y a eu bien évidemment la mission que nous avons menée avec Bénédicte Savoie l'année dernière. Et dans nos recommandations, nous avons préconisé que pour les restitutions symboliques à court terme, que pour le Sénégal, le sable soit restitué, que pour le Bénin, les objets d'Abomey, le Nigeria, etc. etc. Et il y a eu la demande de l'État du Sénégal, une demande officielle de restitution. Il y a eu déjà une demande de prêt et de mise à disposition lors de l'ouverture du musée. Le sable a été prêté, mais il y a eu ensuite une demande officielle adressée à l'État français par l'État sénégalais pour que le sable soit restitué. Et je pense que c'est une dynamique globale qui a abouti à la... Si on s'arrête sur la symbolique de cet événement, si on peut l'appeler ainsi, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique qui se réconcilie avec elle-même? Je pense que c'est important du point de vue de l'histoire. En fait, déjà, c'est important de noter que le sabre a été réclamé depuis très longtemps et qu'il avait une valeur patrimoniale importante pour la famille omarienne. Et que l'historiographie que nous, on retient, c'est que Cheikh Omar Foutiyou Tall décède en 1864. Avant de partir, il confie le sabre à son fils Ahmadou. Celui-ci reprend le combat contre la présence coloniale française. Et en 1896, il est vaincu par Louis Archinard à Ségou. Et c'est lors de cette défaite que les manuscrits, le sabre, certains objets de El Hadj Omar sont pris par Louis Archinard comme butin de guerre. C'était une pratique qui se faisait à l'époque. D'ailleurs, le butin de guerre a été juste interdit en 1899 par une convention, mais juste avant 1899, on considérait que c'était normal. Et donc, il amène ces objets en France et ces objets sont dispatchés dans différents musées. Le retour de l'objet est important d'un point de vue symbolique, puisque c'était, on le sait, un saint soufi érudit de la Tidjaniya, mais aussi un conquérant. Il a créé l'empire toucouleur par le djihad. Oui. Donc il a soumis les Bambara, les Malinké, les Peuls du Massina, mais c'était aussi un résistant à la pénétration coloniale. Donc ça nous oblige à faire un travail d'historiographie, à revenir sur cette histoire-là, à essayer de la comprendre, à essayer d'en décortiquer donc, les angles morts. Et tout le débat autour du sable, pour moi, il est intéressant parce que ça nous ramène le sujet de l'histoire du 19e et 20e siècle, de la sous-région. Et c'est important de lui restituer donc, son honneur, sa dignité, sa force et son honneur de combattant. Voilà. Professeur, vous avez fait vous avez parlé de la famille omarienne. On sait que Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall était aussi présent aussi à Dinguiraye, en Guinée, au Mali et même en pays Haoussa. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi le Sénégal? Parce que justement, il n'a pas une famille qu'au Sénégal. C'est intéressant en fait, parce que le centre spirituel de la famille omarienne est au Sénégal. Et c'est la famille omarienne, et c'est le centre spirituel qui, depuis les années 90, a entrepris des démarches de restitution. D'ailleurs, c'est intéressant, lorsque Abdoulaye, le petit-fils qui était saint-syrien, qui est décédé en France, qui a été enterré, lorsqu'on a demandé la restitution de ses restes, on les a d'abord amenés au Sénégal. Et ensuite, on les a ramenés à Ségou, où il a été enterré. Et c'est une problématique globale. Lorsqu'on a des communautés transfrontalières, où est-ce qu'on ramène l'objet? Et là, donc, je pense que le choix judicieux qui a été fait, c'est de ramener l'objet dans le centre spirituel de la communauté. Justement, quels sont les critères pour déterminer ce centre spirituel? Qu'est-ce qui nous dit que c'est le centre spirituel? Pourquoi pas à Dinguiraye, où il avait quand même un moment mais c'est ici que le guide spirituel est. C'est ici que chaque année, ils organisent c'est pas une zawiya, une ziara, et que la communauté vient de tous les coins d'Afrique, du Mali, de la Guinée, de Sokoto. Ils viennent se retrouver ici. Donc, naturellement, c'est ici que le sabre revient. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la symbolique, c'est que le sabre a été remis au président de la République du Sénégal, donc à l'État du Sénégal. Et tout de suite, le président l'a remis au chef spirituel de
de la communauté. Et tout de suite, le chef spirituel l'a remis au directeur du musée. Il l'a confié au directeur du musée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le musée est un musée des civilisations noires, donc des cultures africaines et diasporiques. Donc on peut même considérer que le musée, dans son ADN et dans sa philosophie, n'est pas qu'un musée du Sénégal. À l'exposition inaugurale, le 6 décembre, l'exposition a été faite par plusieurs conservateurs africains pour dire c'est un musée qui est au Sénégal, mais c'est un musée qui a une vocation panafricaine. Donc du coup, où est-ce qu'on rend? On rend, en tout cas ici, on a rendu voilà, là où le centre spirituel de la communauté est. Bien que j'entende que certains disent, mais ça aurait dû aller à Ségou, etc., etc. Vous parlez aussi d'inventaire, que l'État du Sénégal aujourd'hui devrait faire l'inventaire des objets qui ont été pris ça et là. Maintenant, je pense que nous n'avons pas une tradition muséale. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, quand un État est spolié ou bien des royaumes ont été spoliés, est-ce que nous avons la possibilité de faire une restitution, un inventaire exhaustif des objets qui ont été... L'inventaire, nous l'avons fait. C'était le sens de notre mission avec Bénédicte Savoie. Nous avons inventorié au moins 90 000 objets qui appartiennent aux 17 anciennes colonies de la France. Et comment faire l'inventaire de royaumes qui ont été spoliés? Non, mais nous l'avons fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. On a passé 1 an à faire ce travail-là. On a passé 1 an avec Bénédicte Savoie à aller dans les musées en France, à aller dans les bases de données, à aller dans les archives, à aller dans les caves, à faire un travail d'inventaire. Et le travail sur le terrain, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui l'inventaire devrait être... Non, mais laissez-moi terminer. Nous avons fait le travail non seulement dans les musées, nous avons voyagé dans beaucoup de pays d'Afrique, nous avons été au Cameroun, au Mali, au Sénégal, etc., etc. Nous avons interviewé plus de 150 individus et nous avons laissé un document et nous avons 40 volumes d'inventaire. Si vous les mettez sur cette table, ils rempliraient cette table. Et nous avons fait des liens Dropbox pour chaque pays. On sait exactement, en tout cas dans les musées français, dans une quarantaine de musées de province et au Quai Branly, on sait ce que le Sénégal a. Et cet inventaire-là, on a une liste que nous avons remis à l'État du Sénégal, comme nous l'avons remis aux Maliens, aux Burkinabés, aux Gabonais. Et donc l'État du Sénégal a une base de données sur laquelle il peut se pencher pour dire voici ce que je veux. Juste une question sur le débat, avant, parce que pour la restitution aussi, il faut que l'Assemblée nationale française entre en jeu. C'est une question intéressante. Oui, aujourd'hui, est-ce que les parlementaires français sont dans ces dispositions, d'abord, et ensuite, dans le processus de restitution, il y avait une convention de dépôt, je pense que c'est ça qui a été signé. Est-ce que justement l'Assemblée nationale française pourrait autoriser... En fait, il faut clarifier tous les termes du débat parce que j'entends beaucoup de choses et il y a beaucoup de confusion. Le droit patrimonial français aujourd'hui interdit que l'on sorte un objet du patrimoine national français. Donc cet objet est dit inaliénable, puisque si on revient à l'histoire des musées, les musées étaient nés des cabinets de curiosité et des dons que les seigneurs refaisaient à l'État. Et pour être sûr que ce que l'on donnait aux musées et qui représentait l'identité nationale n'allait pas être revendu par les musées, des dispositifs juridiques qui protègent le patrimoine national ont été mis en place et donc celui-ci a été rendu inaliénable. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la restitution? C'est que nous avons écrit une nouvelle loi. C'est-à-dire que nous avons pris le code patrimonial français, nous avons travaillé avec 27 juristes qui sont spécialistes de ces questions-là, qui ont travaillé sur les restitutions des têtes maoris, des biens spoliés juifs, de Sargi Bartman. Et ces gens nous ont proposé une réécriture de la loi française qui, dans un chapitre 2, dans une section, autorise que les objets qui ont été intégrés dans le patrimoine national français de manière violente, sans consentement des populations, par spoliation et par conquête coloniale, que ces objets soient sortis et restitués. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une commission de déclassement. Aujourd'hui, on peut déclasser des objets, mais ce sont les objets détériorés. Et cette commission, elle ne nous intéressait pas, puisqu'elle ne répondait pas à notre problème. Nous sommes allés avec Bénédicte Savoie à l'Assemblée nationale française et nous avons été auditionnés pendant 2 heures par la commission patrimoine pour voir est-ce que la proposition de loi que nous avions faite était conforme au droit français et puis est-ce qu'elle était acceptable. Et nous les avons convaincus. Ensuite, nous avons mis le projet de loi en annexe de notre rapport. Donc ça veut dire, vous avez absolument raison, il faut que les députés votent le changement de la loi. Mais la France, elle restitue depuis des années en contournant sa propre loi, en mettant en place des dépôts à long terme renouvelables. C'est avec ça qu'elle a restitué les manuscrits coréens en 2005, elle a restitué des têtes maoris, où elle vote une loi d'exception. Les originaux ou bien les... Non, les originaux, parce que ça, ce sont des débats... C'est des débats, c'est un débat essentiel. Oui, mais... surtout par rapport aux archives. Non, mais il faut quand même respecter le travail des historiens. C'est-à-dire qu'il y a des domaines sur lesquels des gens font un travail sérieux, et puis il y a des gens qui travaillent sur Facebook pour dire oui, non, mais ce n'est pas les originaux. Et les gens ont toujours aussi le droit de faire des interpellations quand ils Oui, mais on est dans un monde où
où il y a le savoir, il y a les fake news et il y a l'opinion. Et il faut au moins que les chercheurs soient respectés dans leur travail. Que lorsqu'ils mettent des années à faire un travail sérieux, qu'on leur accorde du crédit. Oui. Mais le débat aussi, il est intéressant. Oui, mais on est dans une époque où tout se vaut. Et si vous m'invitez, c'est que j'ai travaillé là-dessus. Alors, je reviens sur le dispositif juridique. Alors, le prêt à long terme renouvelable est un dispositif juridique, est un artifice juridique pour contourner la loi et restituer. Et tous ces objets qui sont partis, certains sont partis il y a 15 ans, ne sont jamais revenus. Et ils ne reviendront jamais, en fait. C'est-à-dire qu'on les restitue sous la forme de dépôt à long terme. Lorsque le terme arrive, on renouvelle. Si entre-temps la loi change, tant mieux. Si elle ne change pas, on renouvelle le terme autant de temps qu'il faut. Comment comprendre aujourd'hui le communiqué qui a été produit par le musée de l'armée de Paris qui dit que le sabre a été restitué sans qu'il soit informé? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai vu des débats en France, des gens qui sont contre la restitution, écrire des articles en disant que le Premier ministre français était en train de violer le droit français en venant au Sénégal restituer sans que la loi soit changée. Donc eux, en se défendant, ils disent non, on a entamé un processus et ce processus ne sera définitif que quand il y aura changement de loi. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le dépôt, je vous donne rendez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans, le sable ne retournera pas. J'espère pour eux qu'ils vont changer leur loi d'ici là, mais toute la jurisprudence des restitutions que nous avons jusque-là, parce que lorsque nous sommes venus sur le dossier, nous avons regardé ce qui a été fait avant, c'est cet instrument-là qui est utilisé, à défaut, en attendant que le droit patrimonial change. Et si on s'arrête... Mais s'il ne change pas, ils renouvellent le terme autant de fois qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont restitué des têtes aux Maoris, ils ont restitué énormément d'objets qui ne reviendront jamais. Et dont l'esprit n'est même pas qu'ils reviennent. Ils font ce qu'on appelle du récollement. Au bout de 5 ans, on regarde, et puis on renouvelle le truc, et puis ça continue. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils auraient pu faire un prêt comme ils ont fait. Ils auraient pu dire, on fait un dépôt. Alors, si on revient à l'authenticité de l'œuvre, parce que quelqu'un comme professeur Abdoulaye Sokhna Diop, qui est archéologue, a dit qu'il a eu à faire des recherches et à prouver que ce sabre n'appartenait pas à El Hadj Omar. Vous, à travers vos recherches, qu'avez-vous découvert? C'est des débats, je dirais, d'historiographie. Mais nous, ce que nous retenons, c'est que ce sabre-là est un sabre que El Hadj Omar a confié à son fils Ahmadou, avant de partir en 1864 à cette dernière bataille. Mais ce que je trouve moi intéressant dans l'affaire, c'est pas tant le sabre, c'est le processus de patrimonialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un objet prend une dimension symbolique. On peut faire un travail sur l'histoire de l'objet, on peut avoir des débats, dire oui, c'était l'authentique, c'était pas l'authentique. Mais dès l'instant que la communauté considère que c'est l'authentique, et que la communauté investit de cet objet, elle l'investit de sentiments, d'une vision, d'une valeur subjective, et qu'elle est prête durant des années à le réclamer, cet objet prend de fait une valeur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de discours. Oui. Si on remonte dans l'histoire des sociétés, on peut faire un travail pour dire cet objet ou cet événement n'a pas eu lieu, mais entre-temps, l'histoire passe et l'objet prend une valeur. Donc c'est ce qu'on appelle un processus de patrimonialisation. Et le processus de patrimonialisation, c'est la famille elle-même omarienne qui a investi l'objet de tout un tas d'attentes, d'espoir, etc., et qui a fait que cet objet est devenu important pour eux. Et hier, ce que j'ai trouvé significatif, c'est que l'émir du Sokoto est venu, du Nigeria, ils sont venus, du Mali, ils sont venus. Donc si c'est un objet qui pour eux n'a pas cette importance, il ne viendrait pas. Donc il y a le travail des historiens, il y a le débat historiographique, mais il faut aussi, je pense, respecter les processus de patrimonialisation des groupes humains qui décident que tel objet, pour nous, a telle valeur. Il y a les objets culturels, mais aussi il y a les objets cultuels. Ça aussi, les gens aussi parlent des manuscrits. Pourquoi avoir choisi le sabre avant les autres objets qui ont aussi toute leur importance? Bonne question. Les manuscrits ont été réclamés depuis très longtemps. Il y en a 517 ou 518. Il y a 2 versions, mais c'est à un manuscrit près qui sont à la Bibliothèque nationale de France. La famille, quand elle est partie à la BNF, elle a demandé qu'on lui numérise les manuscrits. La BNF a dit qu'elle était en train de numériser toute la BNF, qu'elle avait un programme, et quand elle arriverait dans ce qu'elle appelle le fonds Archinard, qu'elle numériserait le fonds Archinard et qu'elle mettrait à disposition. Mais la question des manuscrits, elle est importante parce que c'est la question des archives. En fait, il y a la question des objets qui est absolument importante, mais il y a aussi une deuxième question qui arrive, les manuscrits, les archives diplomatiques, tout un tas d'archives de nos pays qui sont là-bas, qui pour moi nécessiteraient une seconde mission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, dans notre travail, il y avait tellement de choses à faire qu'on a fait une section sur les archives en préconisant qu'il y ait une mission entière dédiée à la question des archives et que c'était une question absolument importante. Et puis il n'y a pas que les archives en termes de texte, il y a toute l'iconographie, il y a énormément de photos. Le Sénégal a 3000 photos au Quai Branly qui sont là-bas, que nous devions pouvoir récupérer. Nos cinéastes, nos historiens, lorsqu'ils font un travail, ils ont besoin d'avoir accès à ces documents-là. Donc c'est un chantier qui est immense. Et de mon point de vue, il faut être en mesure de regarder de manière, je dirais, méthodique
et compartimenté, puisque la question est vaste. Et pour la conservation, c'est vrai qu'on s'attend à avoir d'autres œuvres, mais est-ce que le Sénégal est capable de pouvoir... Un musée qui est flambant neuf. Un musée qui pourra accueillir certaines œuvres. Non, c'est un musée qui peut accueillir 18 000 œuvres. C'est un musée qui est flambant neuf. C'est un musée qui est, du point de vue de la technologie, aux dernières normes et qui n'a rien à envier à la plupart des musées qui existent. C'est vrai que cette question, elle se pose, mais elle se pose différemment dans plusieurs pays d'Afrique. Lors de la mission de la restitution, parce que le premier argument qui nous a été opposé, c'est qu'il n'y a pas de musée en Afrique. On a recensé 500 musées en Afrique au sud du Sahara. 500, on était les premiers surpris. Tellement l'idée que l'Afrique est dépourvue de musées est une idée qui a eu cours. On s'est rendu compte que dans certains pays, il y avait entre 7 et 30 musées, entre 0 et 10. En Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, ils ont des musées qui n'ont absolument rien à envier aux meilleurs musées du monde. Il y a des pays où, effectivement, ils ont des musées qui sont en difficulté, mais les objets que les conservateurs africains voulaient récupérer dans le court terme, puisqu'ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas tout récupérer tout de suite, qu'ils ont besoin de se préparer en termes d'infrastructure, même en termes de réflexion, qu'est-ce on va en faire, où est-ce qu'ils vont aller, quel sens on va leur donner. Les objets qu'ils voulaient récupérer dans le court terme, ils avaient assez de capacité d'accueil et de compétences pour les récupérer. Et ça, c'est des choses dont on s'est rendu compte lorsqu'on faisait le travail. En plus, on est parti sur le terrain. On s'est rendu compte qu'en plus des musées nationaux, il y avait des musées traditionnels. Les chefferies royales dans l'ouest du Cameroun ont ce qu'ils appellent des cases patrimoniales, où ils gardent leurs objets. Ils ont des conservateurs traditionnels et ils ont des musées pour lesquels la communauté, le musée de Fumban, du sultan de Njoya, est un musée pour lequel ils ont mis des milliards de francs CFA à le construire. C'est un musée futuriste en forme d'araignée. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, des dispositifs ou des écologies, des lieux pour garder les objets, il y en avait pléthore en Afrique. Et que même le musée, c'était un faux débat. Parce que ces objets n'ont jamais été pris dans des musées. Ils ont été pris dans les sanctuaires, dans des maisons, dans les cases, dans les cours. Et la question, c'est que le musée est un lieu, mais ce n'est pas le seul lieu. On pourrait envisager que certains objets repartent dans des communautés, d'autres aillent dans des centres de recherche à l'université pour qu'on fasse un travail historiographique, d'autres aillent dans les centres d'art pour inspirer les artistes, d'autres aillent dans des musées. Et le simple fait de poser la question du musée comme centrale, c'est juste répéter le dispositif patrimonial que l'Occident a mis en place à la fin du 19e siècle et considérer que tous les autres lieux qui existaient dans nos sociétés n'ont pas de valeur. Justement, et l'autre, il est aussi économiste, il faut le rappeler. Les contours de cette restitution. Coupler la restitution et la visite d'État, visite économique, pourquoi forcément trouver ce lien? Moi, je n'ai pas aimé, sincèrement. J'aurais souhaité qu'il y ait un moment symbolique de la restitution à part et qu'il n'y ait pas de mélange de genres. D'ailleurs, je n'ai pas aimé le discours du Premier ministre français, parce que dans ce discours, non seulement il a commencé par des considérations sur son amour pour les sabres, sur son propre sabre qu'il gardait. Parce qu'il est militaire. Parce qu'il est militaire, je ne voyais pas le rapport. Et à la fin du discours aussi, je n'ai pas aimé le fait qu'il ait ramené les questions d'entrepreneuriat, ce qu'ils étaient faire. Je trouvais que ça manquait de solennité et qu'il y avait du hors-sujet. C'est pas la gravité du moment, justement. C'est pas la gravité du moment et qu'il y avait un mélange des genres et des sujets. C'est-à-dire qu'on était sur un sujet culturel, je dirais même spirituel, historique, et il ramène des questions économiques, géostratégiques et géopolitiques. Et effectivement, ça laisse croire que la culture est un instrument de diplomatie, de diplomatie économique et politique. C'est ça qui est et que la culture est utilisée à d'autres fins. Alors, le mélange des genres n'était pas du tout heureux. Il n'était pas du tout heureux. Et peut-être ce qu'il faut retenir, c'est le discours de la famille omarienne que j'ai trouvé grave et empreint d'une grande dignité et d'une grande force, et être en mesure toujours de faire passer nos impératifs avant les autres, notre imaginaire avant les autres. Sur la question de la restitution, on m'a beaucoup interrogé sur les intentions de Emmanuel Macron. J'ai dit que j'en savais rien et que ça ne m'intéressait pas. Et que ce qui m'intéressait moi, c'était de savoir est-ce que cette question était importante pour la jeunesse africaine, pour l'histoire africaine, pour nous. Est-ce que c'est important pour nous de récupérer notre patrimoine ou pas? Si la réponse est oui, faisons un travail pour le récupérer et resocialisons-le et donnons-lui le sens que nous voulons. Mais arrêtons. La France en profite également pour ses propres intérêts et on ne peut pas ne pas se poser une question. Oui, mais en fait, mais on est toujours en train de surpondérer les objectifs et les intérêts des autres et de sous-pondérer les autres. Dans une cérémonie comme ça,
bien que je n'ai pas aimé le discours Édouard Philippe. d'Édouard Philippe et que je l'ai dit, mais ce qui était important pour moi, c'est de voir que la communauté omarienne était réunie, que le sabre est revenu, que ça avait une forte portée symbolique pour eux et que pour eux c'est important. Est-ce qu'on peut aller aujourd'hui jusqu'à revendiquer sur certains aspects, certains faits historiques, la responsabilité de la France? Mais bien évidemment qu'on peut, je veux dire, le fait colonial, on peut revendiquer la responsabilité de la France. Et si on réfléchit, s'il y a une responsabilité qui est revendiquée, toutes les questions de la réparation suivent. Si vous êtes responsable, vous devez réparer. Maintenant, la question de la réparation est délicate. Mais je pense que solder ce passé colonial, il passe par un devoir de vérité. On ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé. Bien que tout le monde dise on doit aller de l'avant, on doit réinventer la relation, mais il y a un passé qui est là. Il faut constater d'abord. Oui, il y a une violence qui a été là, il y a eu de la spoliation, il y a eu de la violence économique, il y a eu de la violence symbolique, militaire, physique, et on doit faire le point sur cette histoire-là et le faire avec la plus grande lucidité qui soit. Ça me semble impératif. D'ailleurs, dans le travail que nous avons fait, on ne s'est pas simplement occupé d'objets, on a fait un travail historiographique, on a rappelé dans quelles conditions les objets étaient pris, dans quel type de conditions de violence, qu'est-ce que ça voulait dire, rapport asymétrique, hégémonique, à quelle fin, etc. etc. Et il nous est apparu qu'on ne pouvait pas faire juste un travail technique d'inventaire, nombre d'objets juridiques, sans revenir sur l'histoire et sans montrer que c'est un moment du fait colonial absolument important. Le fait colonial, c'est je spolie des terres et des richesses, mais c'est aussi je spolie des cultures, et je spolie des puissances de germination. Et ces gens-là ont théorisé la spoliation culturelle en disant qu'un peuple, lorsque vous le vainquez, vous lui prenez ses objets culturel pour l'empêcher de se reconstruire spirituellement. Donc vous avez bien compris qu'il y avait aussi un impact dans la psyché collective d'emmener les objets. Il y a aussi la question des lieux, Aram, Au-delà des lieux, moi je pensais surtout au reste d'humain, parce que cela fait partie également des objets ou autres qu'on pourrait réclamer. Mais cette partie-là, elle est importante. Il y a certains de responsables ou chefs de guerre ou autres héros de nos pays africains qui ont été tués et le reste ont été emportés. Vous avez absolument raison. Quand vous allez à Tervuren, quand vous allez en Belgique, ils ont 500 000 human remains. C'est énorme, c'est une nécropole. C'est-à-dire qu'ils ont des musées qui sont dans leur cave, des restes humains. Ils leur coupaient des têtes de résistants, ils les emmenaient, ils faisaient des expériences dans ce que j'appelle l'ethnologie raciale du 19e siècle. Ils leur mesuraient les crânes pour étayer le camp Charo ici à côté. Voilà, pour étayer la théorie que les humains ne sont pas les mêmes. Vous allez en Allemagne, toute l'ethnologie raciale du 19e siècle, et ça c'est une question extrêmement sensible. Il y a même des choses absolument effrayantes qu'ils ont encore dans leur cave, et nous, ce n'était pas l'objet de notre mission, c'était les objets, mais la question des restes humains, elle est importante. Je pense qu'il y a des lois de Oussouye dont on réclame le retour des dépouilles. Il y a des crânes algériens qu'ils ont pris lors de la guerre d'Algérie. Il y a des têtes maoris qu'ils ont rendues. Il y a les restes de la Vénus autontote. Nelson Mandela s'est énormément rebattu pour qu'on les lui rende. En 2001, on les a rendus. Donc finalement, la Vénus autontote, donc Saji Bartman a eu une dépouille. Et c'est un dossier absolument important. Je parle aussi du lieu. C'est vrai que le discours, vous avez récusé les éléments de langage du discours d'Édouard Philippe, mais aussi le lieu. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, pour la restitution de certains objets culturels comme culturels, choisir certains lieux aussi qui sont symboliques? Je parle de Gorée, je parle par exemple des théâtres, des lieux où il y a eu les théâtres d'opération, les guerres par exemple. C'est intéressant ce que vous dites. Pour le sabre, je ne sais pas quel aurait été le meilleur lieu, peut-être la Zawiya qui est à la Médina où la famille omarienne est. Mais je sais que par exemple pour les objets d'Abomey qui ont été pris en 1892 par le général Alfred Dodds, lorsqu'il vint Béhanzin et que Béhanzin s'enfuit, il y a le palais de lait d'Abomey qui est vide. Je ne vois pas quel serait un lieu plus indiqué que cet endroit-là, là où les objets ont été spoliés, pour qu'on les ramène. Lorsque vous allez au palais d'Abomey, vous voyez qu'il est vide. Vous prenez votre avion, vous allez au Quai Branly, vous voyez qu'il est plein. Vous voyez les trônes les statues de Béhanzin, Glélé et Guézo, les armoiries royales, les régalias qui remplissent tout son espace. Et vous arrivez 6 heures après à Cotonou, à Abomey, vous voyez de longs couloirs vides. Vous voyez que la présence des objets ici signe l'absence. Donc je pense qu'il y a un choix à faire et que de toute manière... Parce que dans notre mémoire collective, que représente aujourd'hui le palais de la République du Sénégal? Mais espérons la que... nation.
Non, mais espérons qu'il ait été réinvesti depuis les indépendances et qu'on considère que même si c'était l'ancien palais du gouverneur, il y a eu un travail de réinvestissement symbolique dans la manière dont on l'habite, etc. etc. Si vous allez au Ghana, est-ce que ça a été fait? Si vous allez au Ghana, le palais présidentiel, ils ont mis ce qu'ils appellent un flagstaff, ils ont mis un trône à chantilly, ils l'ont refait en forme de trône à chantilly et il y a les symboles de leur histoire. Mais la question que vous posez, elle est importante. C'est la question du symbole et du discours symbolique. On est dans des nations où on estime, c'est l'économiste qui le dit, que l'économique est plus important, le politique est plus important. Et tout ce qui relève du symbolique, on laisse un peu de côté, comme si les peuples ne se nourrissaient que de pain et d'eau. Et que toutes les questions symboliques, elles devraient être traitées avec une grande force. Il y a quand même une place de l'Europe à Gorée. Et je ne vous l'apprends pas. Et s'il y a un endroit qui n'est pas indiqué pour qu'il y ait une place... avec désolation. Voilà, s'il y a un endroit qui n'est pas indiqué pour qu'il y ait une place de l'Europe, c'est bien Gorée. Il y a quand même la grande statue de Faidherbe à Saint-Louis qui est tombée par le fait de la nature. Justement, là-bas, on pourrait avoir El Hadji Oumar Foutiyou Tall, justement. Absolument, on aurait pu avoir Foutiyou Tall. Ouais. La statue est tombée et l'État du Sénégal, où le gouverneur l'a remis sur pied. Ouais. C'est le maire. Alors, donc le maire, voilà. Professeur, dernier point avant de vous laisser partir, c'est la façon dont ces objets ont été acquis par les Occidentaux. Est-ce que toutes ces acquisitions ont été faites de manière légale? Non, c'était ça le grand débat. Le travail que Bénédicte Sava et moi avons fait, c'était une fois qu'on a fait l'inventaire, on s'est posé la question du geste de la captation patrimoniale. Parce qu'on avait besoin d'établir des critères pour dire tel objet est restituable, tel ne l'est pas. Donc il y a plusieurs gestes. Il y a la spoliation, donc la conquête militaire. Il y a la mission dite scientifique, la mission ethnographique. Il y a la vente sur le marché de l'art. Et il y a le don. Il y a des objets qui ont été donnés à des musées. Et on a... Pour certains objets, c'était clair. Exemple, 1892, Alfred Dodds, c'est un butin de guerre, c'est une violence militaire. 1897, Benin City au Nigeria, c'est une violence militaire. Après, il y a des cas qui sont beaucoup plus difficiles. Marcel Griol fait une mission Dakar-Djibouti sur 2 ans, de 1931 à 1933. Il traverse à peu près 9 anciennes colonies françaises, une colonie britannique de Dakar à Djibouti, et il collecte des objets. Ils sont 17 dans la mission. Et donc, on l'appelle mission ethnographique, où ils prennent les objets pour étudier les sociétés. Mais quand on lit leurs propres documents, donc le secrétaire de la mission, qui s'appelait Michel Léris, écrit un livre qui s'appelle L'Afrique fantôme, où il raconte par le menu détail, on se rend compte que ces objets ont été pris par la ruse, des fois le vol, des fois l'intimidation, des fois ils sont allés dans des cimetières la nuit, ils sont allés en Éthiopie, ils ont enlevé des peintures murales, ils les ont cachées, ils sont partis le couteau entre les dents, donc ils ont pris les objets la plupart du temps sans le consentement des populations. Pourquoi aujourd'hui il faut contourner tout un arsenal juridique pour pouvoir... Oui, mais déjà il faut démontrer, mais déjà l'un de nos arguments était de dire quand l'objet a été pris sans le consentement, il doit être rendu. Et donc on renverse la charge de la preuve. C'est le musée qui doit démontrer qu'il l'a acquis avec le consentement. Et même les objets qui ont été vendus, on a été voir les prix. Certains objets qui se vendaient à l'époque 200 francs français dans le marché de l'art ont été achetés à 7 francs. Et 7 francs à l'époque, on pouvait acheter 12 œufs. Donc on a dit que ces objets qui ont été achetés à vil prix, c'est pas parce qu'ils ont été achetés qu'ils ne doivent pas être restitués, parce qu'ils ont été achetés à mauvais prix. Même les objets qui ont été rendus, qui ont été donnés au musée, on s'est rendu compte que des fois, il y avait des dons, ok, normal, donc des rois qui donnaient à leurs homologues, etc., etc. Mais quand même dans une relation asymétrique. Mais il y avait des objets qui étaient restés dans des familles de militaires, qu'ils avaient pris par la force, ils le décèdent, et 20 ans après, la famille prend l'objet, va le donner au musée, c'est un don. Mais nous, ces objets, on les a appelés des répliques. On a dit, le geste initial de captation était un geste violent, même si 20 ans après c'était un don, ce don, on considère qu'il doit être rendu. Donc il y a plusieurs gestes de captation patrimoniale, mais on peut établir un certain nombre de gestes qui ont été des gestes sans le consentement. Et il y a des objets pour lesquels on ne sait pas. Et là, on a dit, pour les objets pour lesquels on ne sait pas, si le pays le réclame, parce que l'objet a une valeur symbolique et patrimoniale importante, même si on ne sait pas dans quelles conditions l'objet a été pris, il faut le lui rendre. Juste une question. Depuis toujours aussi, on a constaté que les organisations, même sous-régionales ou bien africaines, ont du mal à faire rallier les peuples à leurs différents combats. Aujourd'hui, est-ce que l'absence de la société civile, d'une certaine jeunesse africaine par rapport à ce processus de restitution-là, est-ce que ça peut aider à la réconciliation avec justement un certain... Ça aidera fondamentalement, mais il faut déjà rendre justice aux pays africains, parce que des fois on dit qu'ils n'ont rien fait. Dans les années 60, tous les pays africains, la plupart ont demandé la restitution de leurs objets. La France a dit non. L'Algérie, le Nigeria, l'Éthiopie, le Bénin. Ils ont amené la question à l'UNESCO. En 1970, l'UNESCO a signé une convention où elle interdisait la vente des objets qui ont été spoliés durant le temps colonial. Les pays occidentaux, y compris la France, ont attendu 27 ans avant de ratifier cette convention de l'UNESCO. Ils l'ont ratifiée en 1997. Et la convention n'était pas rétroactive. L'UNESCO avait même
imprimer des formulaires de demande de restitution. Et la question, en 1978-1979, Amadou Mokhtar Mbow, secrétaire général de l'UNESCO, le Sénégal, a fait un grand appel pour le retour des biens de ceux qu'ils ont créés. Et la question, elle est débattue. Il y a une commission qui est mise en place dans les années 80. Alors certains pays se sont lassés. Et d'autres ont continué à insister, dont le Bénin, qui en 2016 fait une demande. La France refuse, la France de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. Et Emmanuel Macron arrive en 2000, je ne sais pas, après, et dit que dans 5 ans, il va travailler à ce qu'il peut, etc. Mais les sociétés civiles africaines sont absolument... Les jeunesses africaines sont importantes parce qu'elles doivent aider... Le temps qui nous était imparti est terminé. Vous terminez juste en quelques secondes. Les sociétés civiles africaines sont importantes parce qu'elles doivent mettre la pression au gouvernement pour faire en sorte que ces questions symboliques et culturelles soient aussi importantes que les questions économiques, sécuritaires et autres. Merci beaucoup, professeur Felwine Sarr, qui est écrivain et économiste. À vous également qui nous suivez de partout. Mention spéciale à l'équipe technique. Demain, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.